Olivier Pollard, Bonjour. bonjour Yann Leguette. Bonjour. Vous signez Brest en chantant d'Henri Oscar à Christophe Miossec qui vient de paraître aux éditions Dialogue. Vous y évoquez le rôle de la chanson dans la vie sociale, politique et culturelle de la ville de Brest depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Étudier cette question, en faire un livre, comment est né ce projet et en quoi le rapport qu'entretient Brest avec la chanson est-il singulier ? Alors le projet est né d'une idée fabuleuse de notre maître à tous, Gérard Cabon, qui l'a soufflé à Charles Kermarec, qui me l'a lui-même soufflé et que j'ai soufflé à mon ami Olivier. L'idée en fait c'était de montrer à quel point ce patrimoine-là immatériel, dans une ville détruite, était à la fois singulier et puis important à comprendre, ou en tout cas à dénicher. Je pense qu'il y a véritablement un sens de retrouver tout ce patrimoine, de l'exhumer à nouveau, surtout aujourd'hui. Oui, surtout qu'on ne savait pas au départ qu'il y aurait autant de chansons et un patrimoine aussi riche de ce point de vue. C'est ça qui a été assez surprenant, parce qu'à part Padine Daninon et la complainte de Jean Quéméneur, on se demandait s'il y avait beaucoup d'autres choses. Et finalement, il y a pléthore. Alors justement, votre enquête court du XVIIIe siècle jusqu'à notre époque. Pourquoi avoir choisi ces repères temporels ? On est remonté jusqu'à la Révolution. Si on avait pu remonter au XVe, on s'est remonté au XVe, mais malheureusement, on n'a rien retrouvé. Donc, mais on a retrouvé suffisamment d'éléments pour partir de la Révolution et balayer aussi, explorer le XIXe siècle. Et puis après, au XXe siècle, évidemment, il y a de plus en plus de choses. On a retrouvé de plus en plus de choses. Comme il y a un lien en fait avec la culture, on sait que c'est au XIXe siècle qu'apparaissent les cultures urbaines. Dans un contexte de fort exode rural, en fait, les villes moyennes gonflent et commencent à rechercher un peu des marqueurs identitaires pour s'affirmer aussi à l'échelle nationale, par exemple. Le livre est largement illustré, les paroles des chansons sont nombreuses, les faits historiques précis et les passerelles entre cette grande histoire et celle de la chanson clairement définies. Comment votre travail s'est-il organisé et comment votre travail commun s'est-il mis en place ? On est parti un peu chacun où le vent nous portait un peu. Voilà, il faut creuser, chercher un peu partout. Parfois, c'est assez surprenant de trouver des chansons dans des textes ou dans des livres auxquels on ne s'attend pas. Non, c'était vraiment, il fallait partir un peu dans tous les sens. Et puis après, une fois qu'on avait ces éléments-là, il fallait réussir à les mettre en valeur, quoi. Oui, et puis à donner de la cohérence, c'est vrai que c'était pas simple en fait. C'est toujours un jeu d'échelle en fait entre le local, le régional, le national, et essayer de donner du sens à tout ça, d'intégrer finalement nos Brestois, nos chansonniers brestois dans la grande histoire. Ça a été une des difficultés de penser en fait toute cette cohérence. Après, je pense qu'on l'a surmonté sans trop de problèmes. Peut-on entrevoir une évolution du rôle de la chanson dans la société au fil des siècles ? La chanson possède-t-elle la même fonction, selon qu'elle soit marine, militaire, ouvrière ou de rock ? Il y a plein de chansons différentes, mais je pense qu'il y avait plein de chansons au XVIIIe aussi. Voilà, on est parti de ce qu'on a trouvé au XIXe, mais après, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément d'éléments. Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues quand même énormément. Et donc, c'est à la fin XIXe qu'on peut analyser les choses plus, mais je pense que c'est des chansons qui parlent à tous, à part quelques chansons spécifiques. C'est des chansons qui parlaient à tous, aussi bien aux marins qu'aux civils. Donc je pense que c'est assez universel finalement. Oui, il y a forcément un but. La chanson peut avoir un but informatif. Des chansons qui racontent des naufrages, par exemple, des chansons qui racontent des événements. Mais elle peut avoir aussi un rôle très revendicatif. Et aujourd'hui, c'est vrai que, si on parle vraiment de la période actuelle, peut-être que ce côté-là revendicatif peut-être un peu moins souligné. Ouais, aujourd'hui, c'est plus pareil. Ça a évolué quand même. Mais pendant longtemps, la caractéristique, c'était des chansonniers brestois qui chantaient pour les Brestois et qui n'allaient pas chanter à Landerneau ou à Saint-Renan parce que personne ne les comprenait finalement. Et c'était vraiment en vase clos, avec cet apport extérieur de la marine et des soldats. C'était une ville de troupes. Donc c'était vraiment un particularisme fort qui s'est étiolé
après la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, ouais, ça n'a plus rien à voir avec il y a un siècle. C'est quand même très différent, même si finalement on trouve une substance, il y a quelque chose qui reste quand même malgré tout. Parce que quand on prend Henri Ansker et qu'on voit Miossec aujourd'hui, finalement, entre les deux, il y a un lien assez fort qui ressort. Évoquer la chanson brestoise, c'est également parler des lieux de la ville, c'est dessiner une géographie chantante. Quels endroits sont intimement liés à l'histoire musicale de Brest? Bon, il y en a plusieurs. Alors, bon, il y a Recouvrance, bien sûr, la rue de Siam. Alors, la rue de Siam, c'est quelque chose, alors là, pour le coup, d'assez universel, connu dans le monde entier. Alors, par la marée, le pont de Recouvrance, qui associait et séparait deux mondes, à la fois, le monde breton, ou plus bretonnant de Recouvrance, le monde plus français de Brest, de rive gauche. Mais oui, bon, on en a ciblé quelques-uns, c'est vrai, Recouvrance, le pont, la rue de Siam. La place Guérin. La place Guérin. De Brest, on évoque souvent sa pluie intempestive, son vent qui nous enivre, ses lignes droites, ses bâtiments gris. Pensez-vous que cet environnement imprègne l'état d'esprit des Brestois? La chanson est-elle révélatrice d'une attitude particulière? Oui, alors c'est vrai qu'on a relevé quand même dans beaucoup de textes cette espèce de poésie un peu crépusculaire, de fin du monde, quoi, de fin de terre d'une certaine manière. Et alors l'empreinte marine ou l'imprégnation du climat, bon, et je pense pas essentielle, mais en tout cas sourd un petit peu, c'est-à-dire se balade à gauche et à droite dans les textes. C'est quelque chose qu'on ressent, mais sans que ce soit forcément mis en avant, toujours. Non, ouais, je pas tant que ça finalement. Côté pot de chambre de la France, oui, oui. Je ne crois pas qu'il ressorte. Non, il n'est pas forcément mis en valeur. On sent effectivement qu'il y a quelque chose qui est lié à la géographie, ce caractère excentré. Après, c'est quelque chose qui est même parfois un petit peu valorisé d'une certaine manière. S'il vous fallait retenir des figures marquantes parmi les chanteurs, les chansonniers, les artistes que vous citez, quelles seraient-elles? Ceux du titre, évidemment, Ansker et Miossec, c'est les deux plus emblématiques, à deux périodes très différentes. Mais il y en a plein d'autres. Il y a, je sais pas, Yvick Moelle, les Cadettes, Gérard Delay, Emmanuel Annuel, évidemment, bien sûr, puis plein d'autres. On ne va pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y en a eu à chaque époque, il y en a eu entre les deux guerres, avant-guerre. Il y en avait sûrement au XIXe siècle, mais on n'a pas malheureusement retrouvé de traces. Celui sur lequel on est retombé le plus loin, c'est Henri Ansker et Yann Robert, deux chansonniers du début de siècle, d'avant-guerre. Et puis, après, voilà, il y a toujours un renouvellement continuel. Quand il y a un qui arrête, il y a des périodes de creux où il n'y a plus grand-chose. Et puis, pof, il y a d'autres gens qui arrivent et puis qui ont des choses à raconter. Alors justement, quel regard portez-vous sur le Brest de demain? La ville de Brest parviendra-t-elle à conserver son lien unique à la chanson, sa singularité, voire son grain de folie? Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la part des édiles, justement, d'exhumer ce patrimoine immatériel. Je pense qu'on est quand même dans un monde de concurrence des territoires et pour donner une visibilité à une ville, il ne suffit pas d'un tramway ou d'un téléphérique. Je pense qu'il faut aussi montrer qu'il y a une singularité, une identité. Alors attention, on peut parler d'identité tout en restant ouvert et généreux. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience pour valoriser cela. On verra jusqu'à quel point ils parviendront à le faire, mais en tout cas, nous, à notre niveau, c'est ce qu'on fait aussi d'une certaine manière. À notre niveau, bien évidemment. Mais oui, il y a vachement de chanteurs, musiciens, artistes. Enfin, c'est une ville très riche quand même. Il n'y a pas beaucoup de villes de notre taille avec autant de gens qui font des choses. Donc, dans les années à venir, il y aura sûrement des chanteurs, des jeunes qui vont prendre le relais, d'autres qui vont s'affirmer. Tout le monde attend le nouveau Miossec, évidemment, mais pour l'instant, il n'arrive pas encore. Peut-être un jour. En tout cas, Miossec a donné confiance, je pense. Et Matmata aussi, si on va par là. Parce qu'avant, c'était vraiment... On est tellement loin au bout du monde que c'est difficile de raisonner à l'extérieur. Et ces deux-là ont réussi, donc il y aura bien d'autres qui vont réussir aussi.